Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Depuis 14 heures, nous sommes installés au musée du Confluence. Radio Anthropocène est installée au musée des Confluences et le froid nous gagne, d'ailleurs je tiens à le dire, autour de la question du moustique tigre, autour de la question de Aedes albopictus. Je ne me lasse pas de ce mot qui est originaire des forêts d'Asie du Sud-Est, qui est arrivé en France par Menton il y a 20 ans, c'est un anniversaire cette année. Désormais, il est présent dans 78 départements de la France hexagonale, parce que c'est plus large que ça, et nous le savons, son corollaire est le risque d'épidémie de dengue, de chikungunya et de Zika. Dans une expertise publiée le 13 septembre dernier, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail estime que la probabilité d'apparition de ces épidémies est assez élevée. Parallèlement, nous savons que le moustique tigre affectionne la ville, non pas par culture architecturale, et pourtant j'aurais aimé, mais parce que son repas favori est abondant dans des situations de grande densité, c'est-à-dire nous. Parce qu'on a souvent parlé de ces étés qui étaient gâchés, de ces apéros que nous affectionnons, mais n'oublions pas que pour le moustique tigre, nous sommes leur apéro, en fait. Ça fonctionne ensemble, nous sommes nos meilleurs ennemis. Alors, comment créer un habitat peu favorable, voire inhospitalier pour cette espèce devenue donc notre meilleur ennemi, et tout autant comment notre espèce peut s'adapter en s'acculturant à des gestes de prévention. Et nous avons 1 heure pour en parler, et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau 4 invités, 2 que nous avons eu l'occasion d'entendre précédemment. Claire Valiante-Moreau, bonjour, enseignante-chercheuse à l'Université Lyon 1 et membre du laboratoire d'écologie microbienne. Christophe Belay, entomologiste, directeur de technique de l'entente interdépartementale Rhône-Alpes pour la démoustication. Bonjour. Et puis 2 nouvelles venues, Julie Cardy, ingénieure de recherche à l'Institut de management public et gouvernance territoriale à Aix-Marseille Université. Bonjour. Et Marie Chassagne, chef de projet gestion citoyenne à la ville de Lyon depuis 2 ans, je crois. C'est ça. Bonjour. C'est ça. Bonjour. Claire Valiante-Moreau, l'acronyme du projet Sirius, traduit en français, puisque c'est un acronyme écrit en anglais, c'est les risques sociaux et environnementaux comme facteurs d'émergence des maladies transmises par les moustiques vecteurs en milieu urbain. En quelques mots, de quels risques sociaux et environnementaux parle-t-on ? Alors, l'idée dans le projet, c'était d'essayer de combiner, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un seul et même projet, cette approche où on va regarder d'un côté l'impact de l'homme dans sa manière de percevoir et d'agir contre le moustique, et de l'autre, regarder aussi l'impact de l'homme au travers son impact sur son environnement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au travers de l'anthropisation des milieux, des pollutions qu'il génère dans son environnement, qui, on essaye de le regarder à travers ce projet, profite aux moustiques pour continuer à s'adapter et à proliférer dans ces milieux avec l'homme. Donc c'est vraiment ces deux facteurs, activité humaine, mais aussi l'humain dans toute sa dimension de sa relation aux moustiques en termes de connaissance, d'action et de perception de cet insecte. Mais globalement, ça s'inscrit dans une culture, il me semble, si je me trompe, vous me le direz, où les insectes, qui nous rendent quand même énormément de services, je pense notamment aux pollinisateurs, enfin des services même vitaux, sont très mal aimés depuis longtemps. Et pas seulement les moustiques, personne n'aime les guêpes, personne n'aime les abeilles. Il y a les coccinelles qui sont sympathiques, et on n'aime pas trop les fourmis, pas trop les punaises, pas trop, etc. Donc on sent que cette question de l'insecte, c'est aussi une histoire de mal aimé. On n'aime pas les mouches, elles ont parfois même des surnoms assez improbables. Je me tourne vers vous, Christophe Belay, entomologiste. Les insectes ne sont pas très aimés quand même. Alors, ils ne sont pas très aimés et ils sont très mal connus aussi. Ça va de pair. Et pour parler du moustique tigre, on en a suffisamment parlé tout l'après-midi.
c'est une espèce finalement que tout le monde connaît sans la connaître. Tout le monde a entendu parler du moustique tigre, mais on parlait de son comportement de ponte. La plupart des gens l'ignorent. Et c'est pourtant une connaissance fondamentale pour mettre en place des actions de gestion de ces populations. Je vous remercie. Je reviens, Claire Valenté-Moreau, sur ce projet Sirius, parce qu'il a ceci d'intéressant, qu'il convoque plusieurs disciplines scientifiques. J'insiste un peu là-dessus parce que c'est très singulier qu'à un moment donné, différentes typologies de monde scientifique se disent tiens, il faut qu'on travaille ensemble, en partenariat d'ailleurs avec Christophe Belay, le ID, ce projet. Mais quand même, cette chose un peu nouvelle de dire tiens, sciences expérimentales et sciences humaines doivent se rejoindre pour aborder un sujet majeur. Un sujet important. Ils sont peut-être tous importants, mais en tout cas, celui-là, en termes de risque sanitaire, au-delà d'embêter les gens à l'heure de l'apéro, c'est quelque chose d'important. Et donc, comment ça arrive, cette affaire de se dire, tiens, il faut qu'on collabore, il faut qu'on cohabite Alors, c'est vrai que toutes les problématiques de recherche ne se prêtent pas aussi facilement à faire collaborer les disciplines. Dans le cas du moustique tigre, c'était, j'allais dire, assez facile. Et ça faisait plusieurs années qu'on avait cette idée d'aller, nous, au-delà de nos disciplines la biologie ou la microbiologie, parce que notre premier objectif à nous, c'est de comprendre la biologie de cette espèce vectrice. Voilà, comment elle fonctionne dans son environnement, de l'échelle écosystémique jusqu'à l'échelle moléculaire. Mais aujourd'hui, ça suffit pas. Et dans le cadre, en tout cas, de cette espèce vectrice, il y a vraiment un rôle fondamental et obligatoire d'impliquer aussi la population pour arriver ensemble à trouver des moyens, en tout cas, pour enrayer sa prolifération. Donc, aller vers les habitants, leur expliquer notre démarche, les rendre partie prenante aussi de ces actions. Pour nous, aujourd'hui, c'est à cœur de nos recherches pour pouvoir arriver à des choses concrètes, solides, efficaces et qui pourraient avoir des effets un peu sur le long terme. Et l'idée aujourd'hui, c'est pas d'aller éradiquer l'espèce, on n'en est pas là. Christophe en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment d'arriver à diminuer, en tout cas, les densités de ces populations. D'une part, pour qu'elles entraînent moins de nuisances, mais surtout aussi, qui dit diminution des densités de population, ça a un impact derrière sur le risque vectoriel de transmission des maladies. Donc, on a vraiment à cœur de jouer sur essayer d'interrompre un petit peu le cycle de vie, en tout cas à compromettre le cycle de vie en milieu urbain de ces moustiques pour qu'il y en ait moins. En fait, c'est vraiment... et de faire ce travail collectivement en impliquant les scientifiques, les habitants, mais aussi d'autres collectivités qui ont un rôle aussi à jouer dans cet objectif. Oui, on comprend bien que c'est une histoire d'interdépendance extrêmement forte entre différents acteurs pour lutter contre la prolifération. Parce que Christophe Belay, on l'a dit tout à l'heure, le moustique tigre arrive en France par Menton en 2004, donc il y a 20 ans. Et on a eu donc une progression constante depuis 20 ans, on va dire, de cet animal, cette espèce. Et donc, je m'intéresse à votre travail et je me dis, vous êtes dans un équilibre absolument périlleux, en fait, extrêmement délicat. Périlleux, c'est peut-être pas le juste, entre une lutte qui permettrait de diminuer la longévité des adultes afin de limiter la transmission des agents infectieux et en même temps limiter l'utilisation massive des produits afin de ne pas voir apparaître une résistance qui compromettrait sa propre efficacité, parce qu'il s'agit de ça. Il s'adapte de manière absolument formidable, cet animal, mais comme notre espèce, d'une certaine manière, qui a réussi à s'adapter à toute une série de situations. C'est cet équilibre assez complexe. Comment vous gérez cette question ? Est-ce que, il y a des jours, c'est la balance penche d'un côté ou de l'autre ? Je ne sais pas. À l'heure actuelle, de toute façon, pour enrayer une épidémie ou limiter la transmission d'outils vraiment efficaces, malheureusement, il n'y a que les traitements adulticides qui permettent d'avoir une réponse rapide pour essayer de limiter justement cette transmission vectorielle. Mais en amont, on travaille sur les actions de sensibilisation pour faire chuter la densité par la gestion des gîtes larvaires.
Donc ça, c'est le travail de base sur la métropole de Lyon. On mène des actions de sensibilisation, justement, et d'éducation depuis 2012 et l'arrivée du moustique tigre sur la métropole lyonnaise. Et, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de freins à la compréhension de ces actions de sensibilisation. On a commencé à travailler de façon transversale avec des équipes spécialisées dans les sciences sociales pour essayer d'identifier ces freins. Quels sont ces freins, quelles sont les méthodes ou les outils qui permettraient de les lever pour augmenter en fait cette action au niveau de la gestion des gîtes larvaires. Parce que la base pour lutter contre le moustique tigre, c'est la gestion des gîtes larvaires. Et c'est une espèce qui se prête très bien à cette lutte, étant donné que la plupart des gîtes qui vont être exploités par ce moustique sont d'origine humaine. Donc on peut agir très 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 facilement sur les gîtes qui permettent la production de moustiques tigres. Donc voilà, oui, c'est une balance. Quand on fait de la lutte antivectorielle, ça va être les traitements adulticides, mais la gestion des gîtes larvaires, c'est la base. C'est vraiment la base. Et donc, vous faites comment? Vous faites du porte-à-porte? Vous prenez chaque immeuble, hein? Non, parce qu'on a parlé tout à l'heure de cette question de distance, cette question que je sais pas quoi, vous faites des fêtes de voisins spécifiques moustiques, j'en sais rien, mais comment on fait pour qu'un quartier ou un bout de quartier, en tout cas quelque chose qui est à l'échelle du déplacement des moustiques à partir de ces foyers, ces gîtes larvaires, comment on fait pour prévenir tout le monde, pour éduquer, informer, je ne sais pas, sensibiliser tout le monde? Alors là, je vais parler de ce qui se passe sur la métropole lyonnaise, sur toutes les communes de la métropole lyonnaise, excepté Lyon. Parce que nous, à Lyon, l'EID n'intervient pas pour les actions de sensibilisation. Sur les autres communes, il y a eu des actions de sensibilisation en porte-à-porte qui ont été menées dès le départ. Donc on a testé différentes méthodes. Et on s'est aperçu d'une part que quand le moustique tigre n'était pas installé, ça ne servait à rien faire de la prévention parce que les gens ne sont pas du tout sensibilisés et ne subissent pas les nuisances. Donc quand vous allez toquer à des portes pour prêcher la bonne parole, on vous regarde avec des yeux interrogateurs. Là où ça commence à fonctionner, c'est sur les territoires où le moustique tigre est installé depuis plusieurs années. Parce que là, les nuisances sont fortes et les gens sont sensibles en fait. Ils sont à bout, quoi, en fait. Et ils sont à bout. Ils sont à bout, donc Oui. ils ouvrent la porte. Ils ouvrent la porte plus facilement. plus facilement. Ça ne garantit pas l'ouverture des portes, mais ils ouvrent la porte plus facilement. Donc on a mis en place des actions de prévention en systématique, c'est-à-dire qu'on allait frapper à la porte des gens sans rendez-vous. Alors ça, maintenant depuis 2 ans, on a arrêté de le faire parce qu'au final, on avait un taux de pénétration qui était extrêmement faible, autour de 10%. Donc nos agents passaient leur temps à frapper aux portes et avoir des portes fermées. Et donc maintenant, on fait de plus en plus d'interventions au domicile des personnes qui vont s'enregistrer sur la plateforme de l'EID. Donc des gens qui demandent une demande de diagnostic. Et donc ça, c'est les actions de prévention sur le terrain, ont cette format-là. Les collectivités nous sollicitent également pour participer à des réunions d'information publique. Donc rien que cette année, j'en ai fait une vingtaine sur des communes de la métropole de Lyon. Donc ça, c'est également un autre canal qui permet de toucher les gens. On a travaillé également avec l'ARS, avec l'Agence régionale de la santé Auvergne-Rhône-Alpes sur le développement d'une plateforme de ressources liées aux moustiques et aux moustiques tigres en particulier, qui est en place depuis juillet 2023. Donc il y a énormément d'informations, de sensibilisation, de documents que les collectivités peuvent télécharger, qui sont libres de droit, pour essayer d'augmenter cette sensibilisation et surtout cette connaissance de cette espèce et sur les mesures qui peuvent être mises en place pour limiter sa prolifération. Mais le plus efficace, ça reste quand même les visites à domicile. Ouais, comme en politique en fait. C'est la même chose. Le plus efficace, c'est le porte-à-porte, c'est de pouvoir échanger en direct. Je crois que... Oui, puis ça permet d'identifier les situations qui permettent la prolifération de moustiques tigres, parce qu'il y a énormément de gens qui vont s'informer et qui pensent avoir acquis suffisamment de connaissances. Et lorsqu'elles nous sollicitent pour des visites à domicile, on s'aperçoit qu'il y a plein de gîtes auxquels elles n'ont pas pensé. Alors justement, pour parler de ces gens, Marc Chassagne, donc je disais, depuis 2 ans, vous êtes chef de projet gestion citoyenne à la ville de Lyon et auparavant, vous étiez à Vienne et vous aviez travaillé donc au sein de la collectivité de la ville de Vienne sur cette question des moustiques, en tout cas de cette problématique. Et donc, est-ce que vous avez vu entre l'expérience que vous avez eue à Vienne
Donc je dis bien à Vienne, au sud de Lyon, j'imagine, Oui, pas en c'est Autriche. ça. Voilà. Je voulais préciser. Et aujourd'hui à la ville, c'est-à-dire, est-ce que ces préoccupations à un moment dont que prend en charge la collectivité, en fait, elle vient en réponse à une demande habitante, ou alors vraiment elle est anticipée par la collectivité qui se dit ah, on lit tous les trucs scientifiques, les rapports, on sait, voilà, on travaille, voilà, pour dans 10 ans, pour dans 20 ans, vous voyez, une stratégie incroyable, etc. Ou non, c'est juste une situation de réponse à une urgence habitante qui monte, qui monte, qui monte, et à un moment donné, la collectivité s'en saisit. Alors la différence déjà entre Vienne et Lyon, ça a été surtout au niveau de la taille. On n'est pas du tout sur le même nombre d'habitants. Le cas de Vienne, ça a été une demande quand même plus liée à un signalement de dingue en 2019. Donc qui a déclenché une demande habitant puis politique en même temps. Pour le cas de Lyon, c'est quand même quelque chose de plus global qu'on a décidé de mettre en place en partie dans nos actions de sensibilisation, puis aussi nos actions en fait de réalisation de chantiers participatifs ou de cogestion, où là on va être sur de la sensibilisation un peu plus intégrée dans nos actions, mais pas à la demande. Voilà, donc là c'est la différence, alors qu'à Vienne, pour le coup, c'était vraiment, j'étais chargée mission lutte contre le moustique tigre, donc c'était mes missions principales. Alors que là, je suis sur quand même plus de missions globales sur plus la renaturation lyonnaise. Voilà. Alors justement, cette question de renaturation, on l'a vu la ville de Lyon, mais ce n'est pas la seule évidemment, ni dans cette métropole, ni en dehors de cette métropole. C'est ressaisi la question végétalisation, comment dire, sol plus perméable, etc., etc. Bon, pour plein de raisons, notamment la question des îlots de chaleur, parce que une des grandes problématiques qui monte aussi, c'est la question de la canicule, hein, qui adore la ville aussi, d'ailleurs, mais pas que. Donc ça marche comment cette affaire? Parce que justement par rapport aux habitants qui voient réarriver des moustiques, parce que par essence, si on plante, si on végétalise, ben, on a à nouveau des insectes, des oiseaux, enfin bon, normalement, hein, des écureuils, enfin je ne sais trop. Et donc, entre ces moustiques qui détesteraient, qui les embêtent, qui leur pourrissent tous les apéros de fin d'été, et les autres insectes, comment ça se passe? Comment on travaille sur cette acculturation à un peu de nature en ville, en fait? Alors, c'est quelque chose de global. Pour le coup, donc on a un appel à projet, typiquement, qu'on a lancé le 1er avril jusqu'au 1er juin, donc qui s'appelle l'appel à projet Renaturons Lyon, où on a des actions comme les chantiers participatifs, qui englobent énormément d'actions, donc en partie, je vous cite un exemple, réaménager des mares. L'exemple des mares est vraiment un peu le cas pratique sur... les habitants, une partie, supposent forcément que dès qu'il y a une mare, ça attire les moustiques. Ils font un amalgame de les moustiques tigres. Donc, il faut, nous, en partie, avec nos actions, décomposer une mare qui s'autogère n'attire pas le moustique tigre. Et on essaye, du coup, de faire un travail qui n'est pas fixe sur le moustique tigre. On n'essaye pas de sensibiliser forcément que sur le moustique tigre, mais en fait, ça rentre dans notre sensibilisation sur les espaces, sur l'intégration de la nature, accepter un peu plus la nature dans la ville. Je fais un exemple aussi avec, là vous parliez plus des insectes de manière générale, on a un autre dispositif dans notre appel à projet qui est les jardins de rue. J'étais venue l'année dernière pour en discuter. Donc c'est l'intégration de micro-implantations florales, donc des petites ouvertures au niveau des trottoirs pour végétaliser les trottoirs et amener du coup un peu plus de végétalisation un peu plus spontanée dans les rues de Lyon. Et typiquement, on a souvent des plaintes, pas souvent, mais on a une partie des plaintes qui vont être, y a des plantes invasives, enfin pas invasives, mais on va dire des mauvaises herbes, mais ça ne se dit plus, c'est des adventices. Donc il y a des adventices maintenant qui gênent et s'il vous plaît, intervenez. En fait, on essaye de travailler sur l'acceptation de la végétation spontanée en ville. Comment ça se fait que ça nous dérange plus des adventices qui sont présentes dans le trottoir plutôt qu'un bitume sans rien ni autre. Voilà. Donc c'est un peu cette acceptation générale qu'on essaye de transmettre, qui est en même temps liée au moustique tigre de l'intégration des insectes et autres.
Je vous remercie. Un point de précision, c'est quoi une mare autogérée? Autogérée par qui? Qui s'autogère en fait. Une mare qui fonctionne bien, donc qui a des végétaux adaptés, qui a des amphibiens qui s'y installent, des insectes qui viennent autour, typiquement des libellules, des nichoirs qui sont installés ou même des nichoirs entre guillemets naturels qui sont présents. La mare n'aura pas besoin d'une intervention humaine si l'eau en fait, vient dans la mare par un écoulement naturel, la mare s'autogère. Typiquement, on est en train de travailler avec avec deux associations, le CIL Point du Jour et le CIL Champ Vert actuellement, pour remettre en état une mare au niveau vers le parc de la Garde, dans le 5e arrondissement. Parce que cette mare, en fait, a du mal à se remplir toute seule. Donc, on sait qu'elle fonctionne parce qu'il y a des salamandres et autres, mais on sait qu'elle a un potentiel de fonctionnement supérieur à ce qu'elle est actuellement. Donc, pour la remettre en état, pour faire une meilleure communication, parce que souvent les gens, du coup, peuvent se dire « Ah bah, la mare, elle a l'air pas forcément belle, donc c'est un gîte à moustiques », on a décidé du coup de la remettre en état avec le collectif. Donc ça rentre dans nos actions de chantier participatif et qui va en découler aussi d'une cogestion. Une cogestion. Et donc, il y a des grenouilles. Je crois que des les grenouilles grenouilles. mangent les moustiques. Je crois qu'ils adorent les moustiques, les grenouilles, non? C'est pas ça? Qui mange les moustiques? Alors, on va parler. C'est bien d'avoir ouvert le sujet des mares. Par rapport au moustique tigre, faut quand même préciser que le moustique tigre n'exploite pas les mares pour sa reproduction. Dingue. Ben voilà. Voilà un truc. C'est une espèce de contenant, donc de contenant artificiel, de contenant naturel comme des creux d'arbres ou des creux de rochers, mais vous trouverez jamais de moustique tigre dans une mare. On va trouver tout un tas d'autres espèces de moustiques dans les mares, mais pas le moustique tigre. D'accord. Alors après, par rapport aux prédateurs des moustiques, oui, les grenouilles peuvent éventuellement se saisir d'un moustique, mais les grenouilles se font piquer par les moustiques aussi. Ah. Donc dans une mare, vous allez trouver tout un tas de petits de prédateurs, que ce soit des insectes ou même ça peut être des poissons également, qui vont potentiellement être capables de manger des larves de moustiques, de certaines espèces de moustiques. Donc il peut y avoir une régulation par cet intermédiaire-là. Et plus généralement, les prédateurs des moustiques, ça peut être tout un tas de choses. Les pipistrelles. Tout le monde a entendu parler des hirondelles, tout le monde a entendu parler de la prédation des chauves-souris. Et pour en revenir au moustique tigre, c'est pareil, ça c'est des idées reçues. On se rappelle que le moustique tigre, c'est une espèce de moustique diurne, donc qui est actif la journée. Donc la prédation par les chauves-souris, vous l'oubliez. Ça marche pas sur le moustique tigre. De la même façon, c'est une espèce de moustique urbaine qu'on va trouver en centre urbain, au milieu des habitations. Si vous prenez les hirondelles, pour ceux qui ont des connaissances en ornithologie, une hirondelle, ça chasse au-dessus des plans d'eau, ça chasse au-dessus des prairies, ça va chasser au-dessus des cultures sur des terrains qui sont dégagés. Une hirondelle, c'est pas fait pour chasser entre les voitures et les immeubles et les maisons. Donc la prédation par l'intermédiaire des hirondelles sur le moustique tigre, elle est quasiment nulle. Par contre, il y a tout un tas d'autres petits passereaux qui peuvent éventuellement s'en nourrir. Potentiellement, les mésanges, les autres petits passereaux insectivores qui se développent dans nos haies au milieu de nos jardins peuvent potentiellement se délecter de moustiques tigres. Même si ça reste une proie relativement petite avec un gain énergétique qui est extrêmement faible. Donc, elle existe, cette prédation, mais il ne faut pas en attendre des miracles. Il faut en manger un paquet avant de manger le repas. J'ai compris que c'était quand même extrêmement léger cette affaire. Julie Cardy, vous êtes architecte de formation et votre doctorat en urbanisme est dédié au nouveau quartier du moustique tigre. J'adore, c'est un peu comme si on avait dessiné la ville pour eux. C'est assez formidable. Donc, dans ce dessin de la ville, est-ce qu'on peut encore faire des balcons pour accrocher des trucs avec des fleurs et des géraniums? Parce que tout ça, d'après ce que j'ai compris, ça c'est assez formidable comme vous avez dit, gîte larvaire. Il faut faire des mares. Les architectes sont au courant? Alors, du coup, mon doctorat, ma thèse en urbanisme, elle portait sur deux sujets, en quelque sorte. D'une part, il y avait l'idée d'aller sur le terrain et d'essayer de voir quel genre de gîte larvaire on pouvait identifier. Alors, moi, je ne suis pas entomologiste, donc évidemment, je n'ai pas fait des relevés, des choses comme ça. J'ai juste essayé de faire des cartographies et de voir un peu quelques identités architecturales et urbaines qui auraient pu
qui pouvaient sembler un peu aller dans le sens de l'état de l'art que j'avais fait auparavant sur qu'est-ce qui attirait le moustique tigre dans la ville. Alors cet état de l'art, il pointait surtout du doigt les quartiers pavillonnaires, les quartiers résidentiels avec jardin. Et ils ont montré que c'était surtout ces endroits-là qui attiraient les moustiques. En particulier, là, on retrouvait ce qu'on appelait des gîtes larvaires comportementaux. On a fait la distinction entre deux gîtes larvaires, des gîtes larvaires comportementaux, sur lesquels on peut intervenir en adoptant de nouveaux gestes. Par exemple, l'exemple principal, c'est le pot de fleurs avec sa coupelle dessous. Le pot de fleurs est là, la coupelle se remplit, elle peut rester en eau quelques jours, voire quelques semaines, s'il pleut, si on a un arrosage automatique, ce genre de choses. Et c'est là que va pondre le moustique tigre. Cette coupelle, on peut la vider ou l'ensabler pour limiter la ponte et surtout limiter l'émergence du moustique adulte. Et après, on a des gîtes qu'on appelle des gîtes structurels. Les gîtes structurels, le problème qu'on a vis-à-vis d'eux, c'est qu'ils sont moins nombreux en termes de nombre, mais ils sont plus cachés, plus invisibles, et surtout, il ne s'agit pas de les renverser parce qu'on ne peut pas prendre une terrasse, la retourner et la vider de son eau. Et en particulier, le problème, ce n'est pas tant la terrasse en elle-même ou le pot sur la terrasse, qui sont tous des objets visibles. Ça va être, par exemple, la dalle sur plot qui va recouvrir la chape de béton de la terrasse, entre lesquelles l'eau va s'infiltrer, créer une lame d'eau stagnante, invisible, protégée, y compris de beaucoup de prédateurs éventuels. Aucun passereau n'ira chercher le moustique ou les larves dans ces dalles. Et c'est là que les larves vont émerger, grandir, se transformer en adultes et ressortir. Et donc l'idée, c'était de travailler sur ces gîtes larvaires structurels et donc d'aller s'adresser aux professionnels de l'aménagement et de la construction pour voir ce qu'ils en pensaient, s'ils étaient au courant, ce qu'ils pourraient imaginer. Et la réalité, c'est que ils ne le sont pas trop. Et plus ils s'éloignent de la sphère publique et en fait du contact avec les services de santé, l'ARS ou même les EID, ou d'avoir une communication avec cette sphère-là, moins ils ont de chances d'être au courant et ils ont encore moins de chances d'être au courant du rôle qu'ils pourraient éventuellement jouer. Et ce rôle, en plus, il est complexe. C'est-à-dire qu'il y a deux types d'actions qu'on peut imaginer vis-à-vis de ces professionnels-là. D'une part, il y a les constructions neuves, c'est-à-dire construire un bâtiment neuf en prenant en compte cette problématique des gîtes larvaires structurels. Et puis, il y a les bâtiments préexistants, sur lesquels ces professionnels ont finalement très peu de regard, puisque tout ce qui va être du niveau de changer une gouttière, reprendre une terrasse, ce genre de choses-là, c'est rare qu'un professionnel de la ville ou de la construction intervienne directement là-dessus. C'est des petits travaux. Et malheureusement, en fait, on ne va pas avoir de regard dessus. Donc on revient sur cette collaboration entre pouvoir public, professionnels éventuellement de la ville et de la construction, et des habitants. Et intégrer dans les gestes sur lesquels on communique, c'est-à-dire vider, s'occuper, se débarrasser des gîtes comportementaux, prendre aussi conscience des gîtes structurels, et là commencer à créer des nouvelles interventions, c'est-à-dire développer des outils qui permettent d'absorber l'eau sous les dalles, éventuellement ne plus mettre de dalles sur plot, mais ça c'est compliqué d'un point de vue technique. Ou imaginer des systèmes d'absorption, faire attention à l'entretien des systèmes d'évacuation des eaux pluviales, et surtout faire attention à ce sur quoi on commence à communiquer, c'est-à-dire tout ce qui va être les équipements de rétention d'eau pluviale, tout ce qui va être récupérateur d'eau pluviale, conservation d'eau pour après arroser le jardin, les systèmes d'arrosage du jardin. Toutes ces choses-là sont des éléments sur lesquels il va falloir attirer l'attention. Et c'est là qu'en fait, on va entrer dans une lutte contre les moustiques qui est un peu double et qui s'agence avec aussi ces histoires d'adaptation au changement climatique et de création d'un environnement urbain qui est à la fois favorable à un être humain confortablement installé, à sa qualité de vie et à sa santé. Mais par contre, il n'y a pas de rapport, enfin, à moins que vous en ayez repéré au cours de votre thèse, entre la forme urbaine et la prolifération des moustiques. Ça dépend ce qu'on entend par la forme urbaine. Alors, la forme urbaine, c'est
c'est en gros le rapport entre ce qui construit, ce qui ne l'est pas, et la forme que ça prend. C'est-à-dire des niveaux de densité, des niveaux de vélum, des espacements d'espace public, etc. La forme. C'est un peu délicat à dire parce qu'on parle d'un insecte qui est très très petit. Donc sa perception de l'environnement urbain, elle va être très différente de la nôtre. Pour lui, un environnement qui pour nous est extrêmement dense, c'est quand même des espaces immenses pour un si petit insecte. Mais après, ce qu'on a remarqué, c'est en particulier des chercheurs en Italie qui ont fait cette remarque-là d'abord, c'est qu'il a tendance à préférer des espaces périurbains et relativement peu denses, mais pas trop peu denses non plus. C'est-à-dire que ça, c'était en allant voir, interroger des personnes qui travaillent dans le parc régional de Camargue. Ils me disaient que eux, le moustique tigre, ils le trouvaient nulle part dans le parc, qui est un parc, la Camargue, c'est un marais, sauf dès qu'ils s'approchaient d'une habitation. Dès qu'ils s'approchaient d'une habitation, d'un jardin, en fait, là, ils trouvaient des larves de moustiques tigres. Et en ville, on va le retrouver surtout dans les endroits où ce qu'on appellerait un bocage pavillonnaire, c'est-à-dire un quartier résidentiel avec des maisons et des jardins entre ces maisons. Et c'est dans ces espaces-là qu'il va proliférer, où il trouvera justement ces gîtes larvaires à la fois comportementaux et structurels. Et le repas de sang, et le repas tout court, sous forme de fleurs, en pot, pas en pot, tout ça. Et éventuellement, si les humains sont partis en vacances, il y aura toujours le chien, le chat, quelques oiseaux à se mettre sous la dent, toujours les fleurs, toujours éventuellement, l'arrosage sera maintenu par un arrosage automatique. C'est-à-dire que s'il s'arrête de pleuvoir, pas de souci, il y aura quand même de l'eau quelque part. Et c'est comme ça que même dans une région comme le sud de la France, la région PACA, où on a de fortes sécheresses, le moustique tigre peut se maintenir, ou si par le plus grand des hasards il ne se maintient pas parce qu'on a fermé le robinet d'eau public et qu'il y a une sécheresse, les œufs pourront attendre un certain temps et revenir à la première pluie au mois de septembre, au mois d'octobre. Si c'est un mois d'octobre un peu doux, où il fait 20-25 degrés, ça suffira. Et ça rentrera en concomitance avec éventuellement le retour de personnes qui sont parties en vacances, éventuellement dans une zone où circulait la dengue, ce genre de choses. Je vous remercie et je me tourne justement vers vous trois, Christophe Bellet, Marie Chassagne, Valérie Moreau, sur cette question du rapport entre densité urbaine, forme urbaine et présence des moustiques. Peut-être que dans les études qui ont été faites, vous voyez des débuts de réponses dans les enquêtes là-dessus. Alors, on n'a pas encore tout exploité, mais je voulais rebondir sur ce que disait Julie Cardy. C'est vrai que les études récentes là, qu'on a fait, quand on commence, nous, à aller sur le terrain, à échantillonner les populations de moustiques, à aller au contact des personnes, et même quand on regarde où habitent les répondants de l'enquête et qui disent au quotidien être gênés, finalement, il n'y a pas beaucoup de zones pavillonnaires. Ça va être aussi des gens qui habitent Lyon intramuros, dans des immeubles, donc qui ont accès à des balcons ou à des jardins partagés. Et en fait, on se rend compte que tout ça, ça participe grandement à la nuisance parce que ces jardins partagés et même la voirie en général. Donc, on a beaucoup parlé des terrasses sous plot. Donc, ça, c'est vrai qu'on a vraiment mis l'accent et clairement, ça participe beaucoup parce qu'on ne les voit pas, les moustiques, et pour autant, ils viennent de là. Il y a aussi tout ce qu'on discute souvent avec Christophe, des coffrets France Télécom. Et ces coffrets France Télécom... C'est pas un cadeau de Noël, le coffret France Télécom, non? Ça n'a rien à voir. Le coffret France Télécom, c'est le truc où on a tous les boutons, c'est ça? Les coffrets techniques, voilà, où il y en a partout sur la voirie et qui sont complètement obstrués. On se dit, mais c'est pas possible. Et bien, on se rend compte que les femelles, elles viennent pondre spécifiquement. Mais elles pondent où dans le coffret? À l'intérieur, donc il y a de l'eau stagnante au Donc fond. elles attendent qu'il y ait le contrôleur qui ouvre la porte du coffret? Non, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a ces endroits qu'on n'avait pas forcément identifiés, où on n'avait pas mis l'accent. Mais aujourd'hui, ça fait partie de la cartographie de la ville. Tous ces avaloirs, ces coffrets techniques, les terrasses sous plot. Les bouches d'égout, on dit souvent qu'il y a un receveur. Non, je me trompe? Que c'est un super nid. Claire Valérie. Oui, bien sûr. C'est là aussi aujourd'hui, quand on en cherche, c'est là-bas qu'on va en priorité. Donc finalement, c'est pas que les zones pavillonnaires périurbaines. Peut-être que ça l'était un peu au début, en 2019-2020. Mais aujourd'hui, clairement, en ville, on en a beaucoup de ces moustiques. Et c'est
c'est aussi lié à ces infrastructures voilà, de la ville qui participent grandement à leur prolifération. Alors, je m'interroge parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a parlé un peu longuement de l'enquête et donc donc forcément de ses limites, puisque vous n'avez pas 100% de réponse, donc c'est normal, mais c'est déjà un très bel échantillonnage et un excellent travail. Vous venez en contradiction là, c'est-à-dire que vous avez d'un côté Julie Cardy qui dit les zones, comment vous avez dit, de bocage résidentiel, donc une espèce de densité moyenne, on va dire urbaine. On a plus de moustiques, plus de possibilités pour les moustiques, en tout cas de pondre, etc. Et vous dites dans l'enquête que là, vous avez des réponses en plus grand nombre, en tout cas, de participants du côté des urbains, on va dire centre-ville, où la densité urbaine est bien plus importante, mais peut-être que c'est pour d'autres raisons qu'ils répondent pas forcément parce qu'ils ont plus de moustiques, mais parce qu'ils sont peut-être plus habitués à prendre la parole, à répondre, à se saisir des enjeux, non ? Pas du tout ? Non, je pense pas forcément. Enfin, avec Christina, je pense qu'on a vraiment l'impression que les gens qui ont voulu répondre, c'est les gens qui sont embêtés. Hein. Clairement, il y a ce petit biais aussi. Ils sont gênés, mais ils répondent aussi parce qu'ils sont gênés. Donc, et après, on a la métropole de Lyon aussi dans son ensemble. Donc, il n'y a pas que Lyon. Hein. Mais on regarde qui a un jardin, qui n'a pas de jardin, qui a une cour, qui n'a pas de cour, qui a un balcon. Et voilà, ces relations, ces corrélations avec la gêne occasionnée, ça, on va l'exploiter, on va essayer de voir si on peut le faire. Et pour rebondir aussi sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, le fait d'avoir ces espaces végétalisés en ville, donc effectivement, ça peut créer des gîtes de repos aux moustiques. Mais en soi, ce qui peut entraîner des nuisances supplémentaires, c'est par exemple ces jardins en ville qui ont des bienfaits énormes, mais c'est sur la gestion en fait de l'eau dans ces jardins en fait, parce qu'on a eu aussi des études antérieures avec Christina sur des premières enquêtes qui ont ciblé les adhérents aux jardins partagés dans la ville. Et on se rend compte que dans ces jardins, pareil, c'est une problématique énorme pour les jardiniers parce qu'il y en a qui arrêter de venir au jardin à cause de ces moustiques. Et quand on se rend dans ces jardins, qu'on analyse les réponses aux questionnaires, on se rend compte que c'est beaucoup lié à la gestion de l'eau dans les jardins, sur ces bacs collecteurs d'eau de pluie qui ne sont pas protégés ou qu'ils pensent protéger en mettant des moustiquaires, mais où il y a des trous énormes finalement et que ça ne sert à rien. Donc il y a et il y a beaucoup de communication qui est faite par les responsables de ces jardins, par la ville, pour essayer justement de redonner envie aux habitants d'aller fréquenter ces jardins, surtout en situation post-Covid. Mais voilà, c'est toujours sur la forme de la communication et pour que ça reste des endroits où les personnes continuent d'aimer aller. Oui, Marie-Sachane, peut-être pour compléter là-dessus sur cette question des jardins partagés qui effectivement sont en augmentation et tant mieux, qui rendent un certain nombre de services et tant mieux, et qui donc aujourd'hui seraient des lieux moins désirables l'été, en tout cas j'ai entendu quand même entre le 1er mai et le 30 novembre, donc c'est quand même un sacré été, hein, c'est pas 2 mois. Comment ça se passe ? Alors, c'est exactement ça. Pour le coup, vous avez bien identifié le problème. En fait, nous, donc notre service, en tout cas notre pôle, gère les jardins familiaux. Donc, il y a les jardins familiaux ou les jardins partagés. La différence, c'est que les jardins familiaux sont historiquement les jardins ouvriers, où chaque habitant a sa parcelle. Et on a les jardins partagés où c'est une seule et même parcelle qui est du coup où on va partager la culture. Mais en fait, ils ont exactement les mêmes problématiques sur la gestion de l'eau. Nous, on est en train de mettre en place une sensibilisation beaucoup plus importante en fait au sein des jardins familiaux où on intervient. Et comme le disait en fait Christophe, on se rend compte que ils ont bien identifié le moustique tigre, que c'est gênant, mais en fait, on peut pas dire qu'ils l'ont compris. Comment vous expliquer
ils vont avoir exactement les idées reçues de ce qu'on a cité, de typiquement je me fais piquer la nuit, donc ça c'est le moustique tigre qui est venu me suivre jusqu'à chez moi, ou ça va être j'ai mis des poissons dans mon récupérateur d'eau, donc normalement ça doit régler le problème du moustique tigre. Enfin, c'est des pratiques des fois c'est des idées reçues qu'on essaye du coup de combattre pour pouvoir mettre en place les bonnes actions avec des moustiquaires qui sont dignes de ce nom, sans des petits trous, parce qu'en fait ils se rendent compte que un petit trou de juste une pièce de 2 euros, ça suffit en fait, et ils n'ont pas forcément ce regard, et d'où l'importance d'organiser en fait des visites au sein des jardins familiaux pour identifier avec eux les différents soucis, ou en tout cas les différents gestes à mettre en place pour régler l'implantation en fait du moustique tigre. Et on se sert des bureaux associatifs, des jardins familiaux, pour prêcher la bonne parole et les bons gestes auprès des différents jardiniers, parce que sinon on s'en sortirait pas. Alors justement, je vois un jeu. Ce serait quoi la ville ? Alors on va dire une ville qui est dotée de différentes formes urbaines, plus ou moins denses, plus ou moins végétalisées, plus ou moins... Voilà. Et ce serait quoi les bons gestes partagés par l'ensemble d'une communauté humaine qui vivrait donc ensemble ? Prenons la ville de Lyon, plutôt la métropole, du 1er mai au 30 novembre. Voilà. Comment je dois vivre pour pas trop être embêté et en même temps aller dehors, prendre l'apéro avec les copains au mois de juin quand les journées sont longues, etc., avoir des plantes, les arroser pour pas qu'elles meurent, etc. Donc comment je fais moi avec les autres, pour moi-même, mais aussi pour les autres, pour limiter, j'ai bien dit, la prolifération des moustiques tigres en particulier. Je vis comment ? N'hésitez pas. C'est la grande question. Voilà, que tout le monde aimerait trouver la solution miracle. Non, mais vous avez des pistes. Vous avez des pistes, là, tous autour de la table. Mais alors, c'est vrai que, comme on dit, en premier lieu, la lutte mécanique. Comme on dit, la lutte mécanique. Pour lutter contre le moustique tigre, il faut faire une lutte intégrée. Mais avant tout, la lutte mécanique, c'est-à-dire que chacun effectivement ait conscience de son environnement et de tout ce qui peut créer artificiellement ou des fois naturellement des gîtes propices au développement des larves, savoir identifier tous ces gîtes potentiels. On en connaît plein, mais il y en a qu'on connaît moins, qui sont moins accessibles. Donc déjà, dans son environnement proche, pouvoir être en mesure d'agir dessus pour qu'il n'y ait pas d'eau stagnante. En fait, s'il n'y a pas d'eau stagnante, il n'y a pas de développement de larves. Donc la lutte mécanique, c'est agir mécaniquement pour enlever les gîtes larvaires. Mais il faut les identifier avant. D'accord, ok. Donc j'ai la liste. Les fleurs. On ne dit pas il ne faut plus de fleurs, il ne faut pas de végétation. Comme on dit, il y a des solutions où on peut rajouter du sable, des choses comme ça. Et puis, toujours être vigilant. Et ce n'est pas qu'une question, c'est pas forcément tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, en fait, éviter qu'il y ait de l'eau qui stagne. Et dans différents... Ça peut être un trou de parasol, ça peut être les bâches des piscines, les jouets des enfants qu'on laisse sur la terrasse. Il y a plein de petites choses comme ça qui paraissent anodines, mais qui suffisent. Un moustique, quand elle vient, la femelle, elle pond à elle seule environ 200 œufs. Donc, c'est vrai que ça peut aller très, très, très vite. Et après, il faut aussi aller faire l'effort de parler à son voisin, dans son environnement. Voilà, si c'est un quartier, si c'est un immeuble, voilà, faire l'effort aussi de communiquer sur ces bons gestes pour voir si les voisins prennent ça aussi à cœur, voient l'utilité aussi, parce que finalement, si on fait tout bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que nos voisins, malheureusement, ne font pas ces bons gestes, on va subir les nuisances. Donc, c'est vraiment une prise de conscience collective pour agir mécaniquement contre ces gîtes larvaires. Pas de gîtes larvaires, pas de moustiques adultes. Mais des bébés. Des bébés qui ne viendront pas du tout, je ne sais pas. Alors, Julie Cardi, c'est quoi la forme de la ville ? C'est quoi Est-ce qu'il y aurait un point d'attention particulier à avoir, un point de vigilance à avoir sur une typologie d'architecture, sur, je ne sais pas, est-ce que la toiture terrasse pas entretenue, de l'architecture moderne, est-ce que tel pignon avec tel débordement de toiture, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qui est vraiment rédhibitoire ?
Je pense que déjà, ce que ça révèle, en fait, qu'on dise pavillonnaire, pas pavillonnaire, ce dont a besoin le moustique, c'est d'eau stagnante et d'espaces plus ou moins plantés pour pouvoir se réfugier et pour que les femelles et les mâles puissent se nourrir. C'est ce dont il a besoin. Mais c'est aussi ce dont on a besoin, nous, en tant qu'humains, pour créer un environnement urbain agréable à vivre. C'est d'autant plus important que quand on parle d'îlots de chaleur et de ce genre de choses, c'est aussi profitable aux moustiques. Donc, ajouter des plantes, ajouter des espaces où l'eau circule et où l'eau ne stagne pas, c'est aussi profitable pour nous puisque ça fait diminuer la température et du coup, ça diminue le temps d'incubation des œufs, de développement des larves, ce genre de choses. Donc il faut faire attention en fait à ce qu'on va désigner comme étant producteur de moustiques parce qu'on peut aussi se tromper parce que ce sont des problématiques complexes avec des éléments qui vont dans certains contextes fonctionner en faveur du moustique et dans d'autres en sa défaveur avec beaucoup de subtilité. Je pense que ce qu'il est important de comprendre, c'est que une eau qu'on voit est plus facile à gérer vis-à-vis du moustique que celle qu'on ne voit pas. Donc, par exemple, un toit terrasse accessible est plus gérable qu'un toit terrasse inaccessible. Poser les unités externes de climatisation qui produisent un peu d'eau, alors c'est de l'eau qui normalement ne suffit pas pour le développement des moustiques puisque c'est de l'eau distillée en quelque sorte. Mais si elle suffit qu'elle rentre dans un pot de fleurs où il y a de la matière organique, et c'est parti. Donc les mettre le plus loin possible, ne jamais les regarder, ne jamais les voir, c'est problématique. Faire un arrosage automatique qu'on ne vérifie jamais, qui peut goûter, qui peut goûter un petit peu dans un endroit et ne jamais le regarder, c'est problématique. En fait, c'est avoir un regard. Pareil, si on met des poissons dans un récupérateur d'eau pluviale, mais qu'on ne les voit pas, on ne voit pas ce qu'ils mangent, on ne voit pas ce qui s'y développe. Et du coup, on ne peut pas intervenir s'il y a un problème. C'est aussi ça c'est le lien finalement entre les gîtes structurels et les gîtes comportementaux, c'est que les deux ont besoin d'un regard et d'un entretien. Donc il y a d'une part les gestes qu'on pourrait donner à faire aux professionnels qui seraient sur quels sont les bons équipements à mettre en place pour que les habitants ensuite aient le plus de facilité possible à entretenir. Parce qu'après, ça va être un entretien qui va se transmettre d'habitant en habitant jusqu'à ce que la maison, le bâtiment, parce que ce n'est pas forcément que des maisons, c'est aussi à ça qu'il faut penser. Ce n'est pas que les logements, c'est l'endroit où on travaille, l'endroit où on circule, c'est aussi les copropriétés, parce qu'on dit on peut ensabler les coupelles, tout ça, mais on peut aussi ne pas mettre de coupelles d'eau. On arrose un peu plus souvent, mais il y a des copropriétés dont le règlement, c'est mettez une coupelle, parce que sinon l'eau coule sur la façade, ça fait des coulures, c'est pas beau, et donc on a des gîtes larvaires, mais on a une façade propre. Parfait. Donc c'est plein de petites choses, et c'est l'imbriquement en fait, entre plein de petits textes législatifs aussi, de la réglementation de la copropriété à éventuellement un texte de préconisation qui est géré par le syndicat d'intérêt de quartier, au PLU, donc au plan local d'urbanisme, au schéma de cohérence territoriale, et donc tous ces imbriquements de réglementation qui vont venir ajouter de la complexité à des documents techniques de voilà, une gouttière c'est tant de pourcentage pour que l'eau circule, c'est pas le même en Dromcom dans l'Hexagone parce que dans les Dromcom il pleut plus, mais il ne faut pas non plus oublier que une gouttière, ça s'entretient. Alors, je rentre dans le détail au fur et à mesure, mais vous voyez la complexité que ça génère. Et après, on va dire aux habitants, oui, vous devez connaître tout ça et appliquer tous les gestes. Ils ont besoin un peu d'aide. Et cette aide, elle peut venir, par exemple... je crois que c'est à Bordeaux où ils mettent un petit papier de rappel dans chaque permis de construire de tous les gestes, des gestes de lutte antivectorielle, donc de lutte contre les moustiques, à faire sur les chantiers. Parce que les chantiers, on fait des trous, les trous se remplissent, il y a du stockage de matériel sur tout le chantier, il suffit qu'il pleuve un peu en août et ça y est. Dans d'autres pays, je crois que c'est Singapour, où ils mettent des amendes pour les constructeurs qui laissent traîner des gîtes larvaires dans leur chantier. Et ce genre de choses.
Mais bon, en France, on est un peu plus mesuré. On met un papier pour rappeler qu'il y a aussi des gîtes larvaires à éliminer dans ce cadre-là. Donc il ne faut pas limiter ça aux habitants et aux habitations. Il faut étendre un peu le champ du possible et surtout, il faut créer une ville diverse. Parce que si on crée plusieurs typologies qui cohabitent les unes avec les autres et qui s'imbriquent les unes aux autres, qui existent ensemble, eh bien, on ne se retrouve pas avec une ville intégralement adaptée aux moustiques tigres. Et on peut jouer aussi à ce jeu-là, c'est-à-dire un peu cette suis-moi, chasse-moi l'un après l'autre, parce que le moustique va toujours s'adapter. Mais si on crée une ville diverse, on offre une diversité d'environnement, une diversité de techniques, et on crée une ville en fait plus saine et qui s'adapte à plus d'êtres humains, à plus d'autres animaux qui peuvent aussi venir en ville, et aussi finalement distribuer la piqûre du moustique. S'il n'y a pas que des humains à piquer, et ben peut-être que le virus ou les agents infectieux peuvent aussi un peu être mieux redistribués et créer un environnement qui pourrait être plus sain. Mais d'un autre côté, si on invite d'autres espèces et qu'on les met à proximité des humains, on peut inviter d'autres agents pathogènes et donc ça peut créer d'autres dynamiques. Donc c'est une complexité. C'est pour ça qu'offrir une diversité d'environnements, ça permet de diluer un petit peu le risque d'une certaine manière. Ou en tout cas de tester plusieurs objets à observer et toujours avoir cette observation possible dans un milieu divers et complexe. Et complexe. Je vous remercie. Marie Chassagne, on a parlé tout à l'heure avec Christophe Belay et Claire Vaillanté-Moreau tout à l'heure de cette question éducative, informative, éducative, sensibilisation. Et donc, on parlait de porte-à-porte. Effectivement, que c'était peut-être une solution, enfin, peut-être la plus efficace. Mais si le porte-à-porte commençait à l'école, parce qu'une des manières de faire du porte-à-porte avec des habitants en puissance et demain des citoyens votants en puissance, ce sont les enfants, c'est l'école. Est-ce qu'à l'école, aujourd'hui, je prends l'exemple de Lyon, mais je pourrais prendre d'autres exemples dans la métropole, est-ce qu'il y a une éducation à ces choses-là ? Est-ce que c'est passé dans les programmes? Et quand je dis l'école, je parle vraiment des tout petits. Je parle des classes primaires où on voit qu'on a fait des tas d'efforts sur la question alimentaire, etc. Mais sur la question moustique, la question déchets a été beaucoup abordée. Est-ce qu'on en parle? Est-ce que c'est quelque chose dont on parle? Alors, la thématique des écoles ne rentre pas dans nos missions au sein de notre pôle gestion citoyenne, mais on se sert des associations pour communiquer sur ces gestes et elles communiquent parfois au sein des écoles. Donc, je ne pourrais pas répondre totalement à cette question, mais... Non, mais j'imagine que si c'était systématique, vous le sauriez. Oui. Voilà, j'ai une réponse en creux. Si c'était parce que ça, c'est quand même une voie assez formidable, non? On se dit, tiens, il y a un public captif jusqu'à début juillet, donc la question des moustiques a déjà démarré, et on pourrait peut-être commencer par là. Par rapport à ceux qui eux-mêmes pourraient dire à leurs parents, non maman, tu ne mets pas de flotte ici, ou papa répare je sais pas quoi, enfin j'en sais rien. Donc cette chose-là, ça veut dire qu'elle n'est pas encore totalement prise au sérieux. En réalité. Vous parliez tout à l'heure, Christophe Belay, vous aviez été interrogé par ma camarade Lou Herman sur est-ce que vous aviez peur, est-ce que vous étiez inquiet. L'inquiétude n'est peut-être pas encore assez forte. Alors, pour compléter pour les écoles, oui. Alors je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, mais j'ai 2 enfants qui sont au lycée, qui étaient au lycée. L'aîné maintenant, il est en cours avec Claire. mais au lycée, ils abordent maintenant la problématique moustique. Ok. Alors après, le petit souci, c'est que c'est abordé d'une façon un peu bizarre. En fait, parce que moi, j'ai les retours, parce que mes fils, ils maîtrisent la problématique moustique-tigre et moustique en général. Vous en parlez le soir en rentrant? On en parle souvent. Ils étaient capables de les reconnaître assez vite. Et souvent, ils me font des retours sur ce que leur prof de SVT raconte sur le moustique-tigre. Et malheureusement, il y a beaucoup de bêtises. Donc, ça fait partie du programme. Mais pour l'instant, je reste sur ma faim sur cette partie-là. Et puis, et pour les interventions dans les écoles, c'est du ponctuel.
À l'EID, on a développé, pareil, sur des financements RS, une mallette pédagogique qu'on met à disposition d'animateurs en périscolaire. Mhm. Et donc, on a été amené à former justement des animateurs pour qu'ils puissent réaliser des actions de sensibilisation en primaire notamment. Ça s'adresse au CE2, CM1 de mémoire. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à se développer. Mais c'est vraiment du ponctuel, c'est à l'initiative de la collectivité. D'accord. Mais pas de l'éducation nationale, hein. C'est vraiment chaque collectivité. D'accord. euh, Ce sont des collectivités qui décident de mettre ça en place à destination c'est des publics primaires dont on parlait aujourd'hui, qui sont en capacité évidemment Tout à fait. de tout à fait comprendre ce qui se passe et d'en parler le soir à la maison comme vous avec vos enfants. Donc ça sert à ça. Donc la question qu'on ne s'est pas posée, parce qu'on a parlé jusque-là de limiter la prolifération, de lutte jusqu'à la victoire, hein, comme on disait, mais on n'a pas parlé de s'adapter. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette question de l'adaptation. C'est-à-dire que notre espèce, via ses modes de vie, a favorisé, on va dire, le déplacement de ces espèces invasives. Certaines d'entre elles, vous l'avez dit, Christophe Bellet, sont plus dangereuses que d'autres. Tous les moustiques n'ont pas du tout le même. Certains moustiques rendent aussi des services écosystémiques, hein, donc tout n'est pas complètement noir. Donc la question, c'est la prévention sanitaire. La question, c'est l'ultra-développement de ce moustique-ting qui pourrait être vecteur de transmission de maladies dangereuses pour notre espèce. Mais ce n'est pas le cas voilà. Est-ce qu'on ne peut pas les stériliser ? Oui, Claire Valentin-Moreau. Oui, moi, je veux bien répondre à cette question effectivement de lutte intégrée. Donc oui, le moustique est bien adapté à notre environnement et on est un petit peu responsable aussi du constat actuel. Donc aujourd'hui, les méthodes de lutte, elles essayent d'aller vers à atteindre un objectif donc de méthodes qui soient respectueuses de l'environnement. Parce que c'est vrai, quand tu l'as dit, hein, Christophe, quand on n'a pas le choix à un moment donné, qu'il y a un risque sanitaire, que le virus circule, le seul moyen qu'on ait pour avoir l'effet choc, c'est les insecticides. Aujourd'hui, les insecticides, tout le monde n'a pas forcément une vision très bonne de ces molécules. Et d'ailleurs, je repensais quand Lou nous avait demandé tout à l'heure, est-ce qu'il y avait un résultat un peu qui vous a surpris dans l'enquête ? C'est vrai qu'on avait posé la question aux 4000 participants, s'il y a un problème de cas d'arbovirose sur le territoire, est-ce que vous êtes favorable à l'utilisation des insecticides ? Et c'est vrai que moi, je m'étais dit, les gens, ils vont plutôt être contre. Et en fait, non. La plupart des gens étaient plutôt enclins à se dire, il y a un risque réel pour ma santé, même si finalement, je ne suis pas très pour ces insecticides chimiques, s'il faut les utiliser, allons-y. Donc déjà, ça questionne aussi, c'est dans un contexte particulier, hein, c'est quand il y a maladie déclarée. Et aujourd'hui, donc, on tend vers le développement de méthodes dites respectueuses de l'environnement et qui soient aussi acceptables. Pour qu'une méthode marche, il faut qu'elle soit acceptée par les populations. Donc, qu'elle n'ait pas d'impact délétère sur les espèces non cibles, qu'elle soit efficace, durable dans le temps, donc qu'il n'y ait pas de résistance. Donc, pour pas qu'il y ait de résistance, c'est qu'il faut pouvoir alterner aussi les méthodes parce que le moustique s'adapte très vite. Donc tout ça, c'est des questions que les scientifiques ont bien à cœur et voilà, c'est omniprésent dans leur recherche. Et il y a justement ces méthodes qui reposent sur la technique de l'insecte stérile, où donc ça a fait ses preuves à l'île de la Réunion, par exemple, et à Montpellier, ils ont déjà fait les premiers essais, là, où l'idée, c'est d'aller relâcher des mâles qu'on a au préalable stérilisés par rayonnement. Et donc, l'idée, c'est que ces mâles aillent s'accoupler avec des femelles autochtones et que derrière, la descendance ne soit pas viable. Donc, c'est des méthodes qui ont montré leurs preuves dans certains territoires, qui ont fait quand même chuter assez sensiblement les densités de population et pour lesquelles la population peut avoir un regard positif et favorable qui est différent, par exemple, de méthodes qui vont, comme on avait parlé Maxime, où on va modifier génétiquement les moustiques. Quand on parle d'OGM, ça fait peur. Et
dans le monde entier, il y a des pays qui vont être favorables à ces méthodes, pour lesquelles la législation, elle autoriserait d'aller génétiquement modifier peut-être les moustiques. En Europe, en France, on n'est pas du tout là, même si peut-être ça peut être une solution miracle. On n'est pas prêt non plus à tout, parce que derrière un moustique dont on a modifié le génome, eh bien, sur le long terme, on ne sait pas ce que ça peut faire. Est-ce que ça pourrait générer des moustiques encore plus compétents pour transmettre d'autres maladies? Donc, toutes ces questions qui sont extrêmement importantes, il faut se les poser pour essayer d'anticiper au maximum les risques et créer des choses encore plus complexes que ce qu'on a à s'occuper à l'heure actuelle. Donc, il y a une balance en permanence vis-à-vis de ces problématiques. Mais la technique de l'insecte stérile, du coup, ça répond à plein de critères respectueux de l'environnement, efficacité et la durabilité. C'est si on a aussi d'autres méthodes peut-être à alterner en parallèle. Oui, c'est peut-être une combinaison, Christophe Bellet. C'est exactement ça, c'est une combinaison. C'est une combinaison. Ouais, la TIS, en fait, ça va être un outil supplémentaire à la liste des outils disponibles. Sur l'île de la Réunion, les tests qui ont été faits, c'est sur un quartier d'une commune. Hein. C'est pas sur l'ensemble de l'île de la Réunion. Donc, ils ont réussi à faire chuter je crois que c'est la fécondité ou la densité de 50% de mémoire. Donc, des moustiques. 50%, c'est pas 100%. Ça, faut le garder en mémoire. Et la TIS, ça peut fonctionner très très bien sur des milieux insulaires où vous n'avez pas de réintroduction régulière. À l'échelle de la métropole française, le principal frein au développement de la TIS, ça va être financier. Hein. Parce que pour couvrir l'ensemble de la métropole française, en moustiques stériles, il va falloir être capable d'en produire des milliards et ça va coûter extrêmement cher. Donc la TIS, c'est quelque chose de très très intéressant. Ça va être un outil qui va arriver, qui va être disponible et qu'on pourra mettre en place, mais c'est quelque chose qui va coûter très cher, ça c'est certain. Et si je peux compléter, c'était le dernier critère que je n'ai pas cité, c'est le coût. Il faut que tout ça, ce qu'on arrive à mettre en place comme méthode de lutte, il faut que ce soit financièrement abordable. L'argent reste toujours le nerf de la guerre, mais ça compte énormément en termes de... Ouais, je ne sais pas si notre ministre l'a inscrit, notre Premier ministre, au budget. Je crois qu'il va bientôt être voté. Je ne sais pas, on regardera. Je ne suis pas complètement certaine. En tout cas, on est obligé de s'arrêter. On a passé quelques heures en compagnie du moustique tigre, qu'on finit par affectionner. Hein. Yendra, ouais. Et puis, je vous remercie tous les quatre. Claire Valente-Moreau, Christophe Bellet, Julie Cardi, Claire et Marie Chastagne, bien sûr. Je vous remercie à tous les quatre. Je vous souhaite une excellente soirée. Et j'espère qu'il existe en librairie, dans les bonnes librairies, un livre sur tout ce qu'il faut bien faire pour lutter contre les moustiques qu'on pourra mettre sous l'arbre de Noël, enfin s'il existe encore, dans pas si longtemps que ça. Je vous remercie. Bonne soirée. Au revoir. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.